Donc je laisse Eric Zolotoukine de la DISP nous présenter. D'accord. Donc, merci déjà de l'invitation. Effectivement, on nous a demandé de présenter le dispositif de la DISP. J'ai vu ce matin qu'il y avait déjà un certain nombre d'experts qui doivent en connaître autant que moi, mais je vais quand même représenter un peu quel est l'univers de la DISP et ce qu'on propose comme service. Je vais mettre ce diaporama déjà. Alors, avant d'entrer dans la DISP, Jean a déjà un peu évoqué l'univers Progedo ce matin. Je vais resituer quand même un petit peu plus précisément les partenaires, parce que les spécificités françaises font que le réseau est assez segmenté. Et donc je vais un peu rapidement juste le représenter. Jean a expliqué ce matin qu'effectivement le SR Progedo a deux grands axes de développement. D'une part, la production, enfin la participation à la production et au soutien de grandes enquêtes internationales, tous les grands dispositifs européens ou internationaux comme ESS, Cher, GGP, ISSP, sont des grandes enquêtes faites à travers de nombreux pays, etc., sur la santé, sur un certain nombre de sujets. Et puis l'autre partie de Progedo, c'est de coordonner et de s'attacher à coordonner la diffusion de données, ce qui peut exister comme données essentiellement quantitatives, mais pas que, en France, en vue de la diffuser à la communauté scientifique. Et donc, il y a actuellement quatre diffuseurs indépendants, mais néanmoins réunis sous la tutelle de Progedo. Il y a la DISP, dont je reviendrai plus tard, tout à l'heure évidemment, l'INED, le service d'enquête de l'INED, qui est un service qui, par définition, diffuse les propres productions de l'INED. Donc, ils ne font que diffuser leurs sources, ils les connaissent évidemment très bien. Le CDSP, Centre de données sociopolitiques, qui est un service dépendant de Sciences Po et qui diffuse essentiellement des données électorales, des enquêtes politiques, sociopolitiques, et qui a un département, qui est une spécificité, qui a un département Cali, qui sera présenté tout à l'heure par mon collègue Guillaume. Et puis le CASD, qui est un peu à part, qui est un dispositif spécifique, plusieurs personnes l'ont déjà évoqué, qui est un dispositif d'accès sécurisé à des données très détaillées, donc de données confidentielles non anonymisées, et qui, sous certaines contraintes, permettent d'accéder à ces bases que nous ne pouvons pas, en raison des réglementations, diffuser comme telles. Et puis, autour de ce dispositif, de ces 4 diffuseurs, il y a également les plateformes, donc qui sont toutes les plateformes régionales, il y en a maintenant 7 ou 8 en France, qui diffusent, comme ici, la bonne parole, et qui essayent de faire mieux connaître et le dispositif et la richesse des données en France. Alors, pour revenir sur la DISP, la DISP a un objectif qui est à peu près le même que celui de Progedo, en gros, c'est de développer l'usage des données statistiques dans le monde des sciences humaines et sociales. Et donc concrètement, ça consiste quotidiennement à faire de la collecte et de la sauvegarde des données, c'est-à-dire en gros à créer des liens et à entretenir les liens qu'on essaie d'avoir avec les différents producteurs de données. Ça, c'est le premier point, donc c'est quelque chose auquel on s'attache tous les jours. Ensuite, une fois qu'on a collecté des données, une enquête ou quelque chose avec sa documentation dans son jus, telle qu'elle nous est donnée par les producteurs, on crée une documentation numérique, c'est-à-dire qu'on la met en fait en ligne selon des normes précises pour qu'elle soit accessible sur des sites et donc consultable par tout utilisateur potentiel. La troisième, évidemment, mission, c'est la diffusion, c'est-à-dire donner accès à la communauté scientifique. Et donc c'est un accès dont on insiste sur le fait qu'elle est à destination exclusive de la communauté scientifique, c'est-à-dire chercheurs, étudiants, doctorants, et dans des conditions gratuites, à des fins d'études et de recherche uniquement, évidemment. La dernière mission qui peut nous être allouée, bien que n'étant pas chercheur mais seulement ingénieur, on peut essayer d'assister et conseiller les utilisateurs non pas sur des questions scientifiques, mais sur les questions techniques, sur la connaissance des données, enfin tout genre de questions, de quelqu'un qui cherche des données sur un tel thème et qui ne sait pas bien où les trouver, etc. Donc c'est aussi une mission qui, par le biais d'un mail de diffusion, permet de répondre à des questions que vous pourriez vous poser. Alors les producteurs, il y en a 3 sortes. Il y a évidemment l'INSEE d'abord, qui est le principal producteur, notre principal fournisseur de données, c'est clair. Il y a tous les services statistiques, enfin la plupart, on essaie d'avoir un lien au maximum avec la plupart des services statistiques ministériels,
que sont par exemple l'adresse au ministère de la Santé, la DARES au ministère du Travail, et ainsi de suite. Donc on en a actuellement, on a une dizaine de conventions avec un certain nombre de ministères. Il y en a encore avec lesquels on est toujours en travail pour essayer d'obtenir leurs données. Et puis, ça c'est la statistique publique pure. Et puis autour de la statistique publique, il y a des entités comme le CEREC, comme l'IRDES, comme le CREDOC, etc., qui sont dépendants aussi de certains ministères et qui produisent eux-mêmes des données et avec lesquelles on a conventionné pour enrichir le catalogue de la DISP. Alors le catalogue actuellement, il y a 200 sources pour à peu près 1250 références, en sachant que l'INSEE a une part prépondérante évidemment dans ce catalogue. Alors quand je parle de sources et de références, je vais être clair, si je prends un exemple emblématique comme l'enquête emploi, qui est la chose la plus diffusée, l'enquête emploi pour nous c'est une source, et ensuite dans les différentes références, ça va être les millésimes de chaque l'année. L'enquête emploi 2015 est une référence, l'année 2014, l'enquête complémentaire emploi de 2012 est une autre référence, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il y a évidemment beaucoup plus de références que de sources. Alors pour rappel, quelques caractéristiques. Bon, évidemment chez nous, à la DISP, ce ne sont uniquement des données quantitatives qui sont issues soit d'enquêtes, comme l'enquête emploi par exemple, soit de bases administratives, l'état civil, les DADS pour les déclarations annuelles de salaire. Maintenant, on commence à avoir un catalogue qui est assez ancien puisque les premières bases datent de 1954. Pour illustration, par exemple, l'enquête emploi, on a les enquêtes emploi annuelles depuis 1962 jusqu'à 2016 actuellement. Donc ça permet quand même une recherche et des profondeurs historiques intéressantes. Ce sont toutes des bases qui évidemment ont pour champ, pour univers la France, métropole et UDOM pour un certain nombre d'entre elles. Ça peut être des données individuelles, donc vraiment des fichiers détails, ou des données déjà agrégées, par exemple à la commune. Et puis certaines sont des enquêtes qui sont des parties françaises d'enquêtes de dispositifs européens ou internationaux, que nous ne diffusons pas, mais quand on diffuse la partie française, on peut trouver dans d'autres dispositifs les parties étrangères. Alors les thèmes du catalogue, eh bien, comme on a des relations avec non seulement l'INSEE évidemment qui est assez transverse en matière de thèmes, et puis les différents services statistiques ministériels, on a évidemment un catalogue assez large qui est résumé en une dizaine de thématiques. Je ne vais pas les détailler complètement, mais vous voyez qu'il y a le travail, il y a le salaire, il y a l'éducation, toutes les conditions de vie et société, là, ça regroupe beaucoup de choses très différentes. Beaucoup de choses sur la santé, puisque l'adresse nous a donné pas mal d'enquêtes aussi. Et puis voilà, ça je ne vais pas le faire le détail, je vous conseille, si ça vous intéresse, après vous pourrez aller sur le site et vous promener dans le catalogue et vous verrez la pluralité des données qu'on peut distribuer. Alors en dehors des produits que l'on diffuse tels quels, c'est-à-dire que quand je vous dis qu'il y a un catalogue, les références sont des références. Quand un chercheur fait la demande, que sa demande est validée, il obtient les bases de données, il obtient la documentation, les questionnaires, le dictionnaire des codes et plus d'autres documentations si le producteur en a fourni d'autres, et il travaille ensuite dans son coin. Il existe aussi, et on diffuse, enfin l'INSEE en fait a d'autres produits qu'il a mis gratuitement à disposition des chercheurs par notre intermédiaire. Et le premier d'entre eux, c'est ce qu'on appelle les PSM, les produits sur mesure. Le produit sur mesure, l'intérêt, alors évidemment, c'est limité à quelques sources de l'INSEE, hein, en particulier le recensement, l'état civil, mais pas que, il y a quand même une dizaine de sources. L'intérêt est de faire des tableaux à la demande sur des bases qui sont plus fines que celles que l'on diffuse dans le catalogue classique et qui permettent d'accéder donc à des données plus détaillées que l'on ne diffuse pas normalement et qui sont sinon disponibles uniquement via le CSD qui est un dispositif plus complexe. Donc c'est une sorte d'intermédiaire, le PSM pour certaines bases, entre la diffusion à la communauté scientifique des fichiers détails et les données confidentielles très détaillées. Alors c'est un processus qui peut se mettre en branle en 15 jours, 3 semaines ou en 6 mois comme pour Jean, parce qu'il avait un PSM assez spécifique mais qui a fini par fonctionner. C'est un travail en fait où on sert d'intermédiaire entre le chercheur et l'INSEE qui travaille, puisqu'on n'a pas nous-mêmes les bases sur lesquelles on travaille, c'est l'INSEE qui fait sous notre intermédiaire avec l'aide évidemment du chercheur qui sait précisément
les tableaux qu'ils souhaitent sortir avec. L'intérêt donc étant de travailler sur des données confidentielles, tout en sachant que les sorties doivent respecter évidemment le secret statistique. C'est toute la subtilité du travail que l'on opère sur ces PSL. Il y a deux autres produits plus marginaux mais qu'on diffuse, dont l'INSEE nous a demandé de faire la diffusion de façon à ne pas le faire directement auprès de la communauté scientifique. Ce sont ce qu'on appelle les projections de population. L'INSEE a construit un outil, ONFAL, qui est un outil qui permet de faire, à partir de sources de recensement, de l'état civil et d'un certain nombre d'autres sources, ils ont fait une sorte de projection démographique sur tout le territoire et à un niveau supracommunal d'au moins 50 000 habitants, des projections à 40-50 ans sur les ménages, etc. Donc c'est pareil, par notre intermédiaire, on peut obtenir ces projections. La seule spécificité que le chercheur doit donner, c'est les zonages géographiques qui l'intéressent. Et puis dernier petit outil, le distancimétrique. Alors ça c'est un outil qu'on livre tel quel, qui est un outil en fait de calcul de distance et de temps de parcours. Ça intéresse des géographes, ça intéresse des gens qui travaillent sur les mobilités, sur les transports. Et c'est un outil qu'on met à disposition et qui est un outil qui donc là est entièrement dont on autorise le téléchargement et qui est entièrement utilisé ensuite par le chercheur pour faire ses calculs. Alors, où on peut trouver les informations et nous, on a deux sites. La DISP a deux sites. Il y a un site web générique sur lequel, je donnerai les adresses après si ça vous intéresse, sur lequel vous allez trouver évidemment toutes les informations pratiques, techniques, etc. Et puis surtout, vous allez avoir l'ensemble du catalogue, donc les 1250 références, chaque référence étant résumée en une page web, qui donne toute la description générale de l'enquête, c'est-à-dire son titre, ses producteurs, son champ, son univers, son unité géographique, un résumé évidemment de ce qu'il y a dedans. Sur cette page-là, en accès libre, puisque c'est un site évidemment ouvert, on peut déjà télécharger questionnaire et dictionnaire des variables, le plus souvent, quand ils existent, mais là, pour 90% des références c'est le cas. On peut donc déjà regarder un petit peu ce qu'il y a dans l'enquête ou ce qu'il y a dans la base administrative et avec le dictionnaire des variables avoir une idée un peu de la finesse des variables, hein, du niveau d'agrégation de certaines variables, etc. Ça c'est le premier site. Et puis il y a un autre site qui est le site Nestar. Il y a un S, mais il ne devrait pas y avoir de site de S en fait, il n'y en a qu'un. Le site Nestar, qui est un site spécifique qui permet lui de documenter et pour nous de présenter la documentation de chaque référence jusqu'au niveau des variables. Ça veut dire concrètement que là vous rentrez, non seulement vous avez la description générale de l'enquête que vous avez déjà sur le site générique, mais vous avez en plus, pour chaque fichier de données, vous avez pour chaque variable, vous savez de quelle question elle est issue, quelles sont les modalités de la variable, et vous avez même un tri à plat, non pondéré, mais un tri à plat quand même, qui vous permet d'avoir une idée des volumes. Quelqu'un qui s'intéresserait par exemple, je sais pas quoi, aux ouvriers dans une enquête, pourrait regarder le tri à plat de la PCS et de voir que les ouvriers sont 850 dans cette enquête et qu'il peut ou pas travailler sur ce sous-ensemble. Voilà. Donc ce sont les deux sites. Alors il faut savoir, je fais de la pub pour mes collègues, le CDSP et l'INED ont également à la fois un site générique sur lequel ils présentent également la description générale de leur référence, et également un site Nestar où on peut aussi aller fouiller un peu plus précisément dans les variables et les modalités qu'ils proposent. Il y a également deux moteurs de recherche qui, eux, ont la particularité, pour une fois, là on s'est mis en commun, les moteurs de recherche, deux moteurs de recherche qui sont communs à toutes les données à DISP, CDSP et INED. Donc là, si vous tapez un thème, un mot-clé quelconque, vous aurez en retour les références qui peuvent se trouver soit à la DISP, soit au CDSP, soit à l'INED, si elles existent. Il y a donc, là aussi, l'historique fait qu'on a des briques qui s'empilent. On a un premier moteur de recherche qu'on peut trouver sur tous les sites, qui s'appelle ERDS. Je ne sais même plus ce que ça veut dire, mais en fait c'est de la recherche quelque chose sur les données. Un moteur de recherche qui ne fonctionne que sur les descriptions générales, c'est-à-dire qui va fouiller, les mots-clés vont fouiller dans les titres, les résumés, etc. Et la base de questions qui, elle, alors à l'inverse,
c'est pour ça que je les ai mis en dessous des deux sites, ça a une certaine cohérence, puisque ça fouille essentiellement sur les descriptions générales, et là, la base de questions, c'est un moteur qui recompile toutes les questions, et toutes les variables et toutes les modalités trouvées dans toutes les bases diffusées par les 3 diffuseurs. Donc là, c'est extrêmement riche. Vous pouvez taper, si je tapais « Aller au cinéma », vous aurez 47 enquêtes dans lesquelles il y a une question, on vous demandait est-ce que vous êtes allé au cinéma le mois dernier ou la semaine dernière, etc. Et donc vous pourrez avoir l'ensemble des références idoines. Accessoirement, si les gens souhaitent recevoir des informations de la part de la DISP, on a un flux RSS, il y a un fil Twitter auquel on envoie un ensemble d'informations qui permet de... En général, on poste les nouveautés. À chaque fois qu'on rentre une référence, on envoie un tweet, donc les gens peuvent savoir quelle référence vient d'arriver. Et puis on a une newsletter qui est un peu en jachère cette année, mais qu'on envoie en général tous les 3-4 mois, où on fait part également des nouveautés ou des changements qu'il peut y avoir dans le catalogue. Je voulais dire quelque chose, je ne sais plus, c'est pas grave. Alors, l'accès aux données, comment ça se passe? Concrètement, il y a une application de commande du réseau Ketley, projet de diffusion maintenant, mais comme il est un peu ancien, il est encore siglé réseau Ketley, qui est aussi un outil qui est commun à la DISP, au CDSP et à l'INED. Et donc c'est là, par ce compte-là, qu'on peut accéder et faire ces demandes de données. L'idée, c'est de s'inscrire, de créer son profil, ça prend 5-6 minutes. L'essentiel étant d'avoir à la fois un nom, un statut de chercheur, doctorant ou étudiant, et d'être associé à une UMR, une UMS, un laboratoire, un EPST, etc. Bref, être dans la communauté scientifique au sens des conventions qu'on a passées avec les producteurs. Ensuite, on fait une demande de données en indiquant un projet de recherche en quelques mots, enfin, au minimum 100 mots et un peu plus. Il y a des formulaires d'engagement à signer et à nous renvoyer, et puis ensuite on statue en fonction surtout du projet, mais surtout de l'appartenance institutionnelle. En fait, en gros, on gère surtout le fait que les gens sont les bonnes personnes à la bonne place, en gros. Il faut être clair, on ne juge pas de la qualité des projets de recherche, ça nous serait reproché, n'étant pas chercheurs nous-mêmes. Donc on se contente de vérifier que les gens ont un projet réel et dans un endroit où on fait de la recherche. Et ensuite, dès qu'on a validé, le chercheur peut télécharger ses données en format SAS, SPSS, Data. Maintenant, on fait du CSV également pour les nouvelles références. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, concrètement, ça, c'est quelque chose qui, à la DISP actuellement, peut faire l'objet d'un accès aux données en une semaine, en 3 jours, même si les gens déposent leur courrier. Alors, je fais une petite parenthèse pour dire que ça va bientôt changer. Parce que suite à la loi pour la République numérique, il y a un certain nombre de choses qui vont évoluer et ça va en tout cas le délai va s'allonger. Pour revenir là-dessus, il faut comprendre que j'ai quelque chose que je n'ai pas dit depuis le début. Il faut bien comprendre que le niveau de détail des fichiers entraîne le niveau de diffusion et l'acceptation de la diffusion. Actuellement, il y a 3 types et même au niveau international, il y a 3 types de fichiers. En gros, il y a ce qu'on appelle, il y a les fichiers qui peuvent être mis en open data, ce qu'on appelle dans les normes internationales les public use files, qui sont donc des fichiers totalement anonymisés, dans lesquels toute réidentification est strictement impossible, et qui se trouvent et qui doivent maintenant, par la loi numérique, être mis à disposition de tout le monde, et donc qui sont sur INSEE.fr et sur tous sur data.gouv, etc. Ensuite, les producteurs ont créé un deuxième niveau de fichiers que l'INSEE a dénommé il y a quelques années les fichiers FPR, fichiers de production et de recherche, qui étaient des fichiers anonymisés, pseudonymisés, qui sont a priori plus identifiants, mais dont on sait qu'ils sont potentiellement, qu'il y a un risque, on ne peut pas ignorer qu'il y a un petit risque de réidentification, mais qui étaient réservés à la communauté scientifique et au réseau Ketley. Donc il y avait une sorte d'intermédiaire dérogatif qui existait jusque-là, sachant qu'après, il y a ça c'est ce qu'on appelait les scientific use files, et puis il y avait le dernier point, le dernier niveau, qui sont les sources de base, les sources des producteurs eux-mêmes, et qui sont celles qui sont laissées à disposition sous contrainte extrême au CASD, et qui sont des bases non anonymisées,
très confidentiel, sur lequel les variables sont entièrement détaillées, et ainsi de suite. Et ça, ce sont les Secure Use Files. Après, avec la loi sur la République numérique, il n'y a plus d'alternative. Soit le fichier est déclaré anonyme et il a vocation à rentrer dans le domaine public et donc à être diffusé en open data, soit il est considéré comme pas totalement anonyme ou pas anonyme du tout, et là il doit relever des règles classiques du CASD et autres, c'est-à-dire le passage par des comités scientifiques comme le comité du secret statistique qui évalue les recherches avant de donner accès. Autrement dit, pour les fichiers FPR, on ne coupera plus maintenant, à partir de, disons, le dernier trimestre 2018, à ce que les projets, ou en tout cas les premiers projets de chaque chercheur, soient validés par le comité du secret. Ce qui, pour vous, ne va pas changer dans les actions, mais va différer évidemment l'accès, puisque concrètement vous allez faire la même chose, parce que l'application de commande n'a pas encore prévu ce dispositif, donc on va le traiter manuellement, ce qui ne va pas nous simplifier la vie, mais c'est comme ça pour une petite période. La seule chose qui va différencier, c'est qu'en fait au niveau du moment où on va statuer, on va pré-statuer, on va renvoyer les données au comité du secret qui va mettre un petit temps, entre 1 semaine et 15 jours, peut-être 3 semaines, à valider les demandes, qui va nous renvoyer, et à ce moment-là, on donnera accès et vous téléchargerez comme avant. Ça ne va pas donc changer grand-chose pour les chercheurs en termes techniques. Par contre, en termes de délai, c'est clair qu'a priori, le délai devrait être de 3 semaines à un mois. Encore une fois, pour la première demande. Parce que l'idée de ce passage au comité secret, c'est que c'est un passage, c'est pas le passage comme, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà été, qui ont déjà passé des dossiers pour accès au CASD. Là, c'est un lourd dossier, il faut aller le présenter au comité de secret statistique qui a une session trimestrielle. Donc c'est un dispositif plus lourd. Dans notre cas, c'est ce qu'ils appellent le CSS Lite, hein. Donc, en interne. C'est-à-dire en gros qu'ils vont statuer à distance, tout va se passer par mail, on n'attendra pas la commission, et les gens ne sont pas obligés de se déplacer évidemment pour déposer et valider leur projet. Mais concrètement, ça prend quand même un petit peu de temps. Et voilà. Le seul avantage qu'on a réussi à tirer là-dessus, c'est qu'on va arrêter de jouer avec des formulaires papier envoyés par courrier postal, puisque tout derrière va se passer par mail. On leur a dit que peut-être les chercheurs aussi avaient le droit de nous envoyer déjà les choses par mail pour qu'on les rediffuse directement au comité du secret. Voilà, donc en tout cas, voilà l'univers qui attend les chercheurs et surtout les étudiants, parce que je sais que ça va poser, à mon sens, ça va poser un problème pour un certain nombre de recherches, mais surtout pour les étudiants. Il faut bien comprendre que des étudiants de master qui décident avec leur professeur de travailler sur l'enquête emploi, donc les conditions de travail en octobre, et qui ont un mémoire à rendre en mars, s'ils déposent des choses début novembre, ils risquent d'avoir les données début mi-décembre. Donc c'est sûr qu'ils vont perdre probablement un mois et que ça va sans doute compliquer les choses dans certains cursus, et qu'il faudra, pour les professeurs, arriver à anticiper cette nouvelle donnée. Voilà, pour finir, on se fait plaisir toujours un peu, pour vous montrer que depuis 5 ans, enfin depuis tout le temps, à part une petite année un peu spécifique, la demande est toujours en augmentation. L'année dernière, on a eu près de 600 utilisateurs qui ont fait 725 demandes, 726. C'est toujours en augmentation, bien qu'on soit plus que 2 dans le service, on était 4 ou 5 quand je suis arrivé, mais ça fonctionne toujours à peu près bien. C'est encore très parisien, donc il faut diffuser la bonne parole en province encore plus. C'est autant de chercheurs et d'ingénieurs que de doctorants étudiants, et puis c'est beaucoup encore, près de la moitié de nos utilisateurs sont économistes ou en cours d'économie. Ensuite, il y a beaucoup de sociologues et ensuite diverses spécialités, mais c'est encore très concentré sur l'économie. Je reviens juste à un détail, effectivement, je reviens sur la nouvelle procédure pour dire qu'effectivement, j'ai bien dit que c'est dans le processus, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, dans le processus, le chercheur est validé par le comité de secret une fois pour toutes. C'est-à-dire que sa première demande est soumise au passage qui va mettre un mois. Ensuite, pour ses deuxième et énième demandes,
il aura été entre guillemets tamponné par le comité du secret. Tu vois, c'est pas le projet qui est tamponné en soi. Ils veulent voir le premier projet pour l'illustration, mais en gros, c'est le chercheur dans son labo de recherche qui est validé, et une fois qu'il a été validé, il est rentré dans notre base comme chercheur habilité au sein du comité de secret, et donc les demandes suivantes repasseront sous le régime actuel, c'est-à-dire obtention des choses en 3-4 jours si tout se passe bien.